Bonjour et bienvenue sur cette chaîne si c'est votre première visite. Je suis Colline, cofondatrice de l'agence Elona et avec Laure, on accompagne donc les coachs et les thérapeutes à développer leur activité et leurs outils de communication pour qu'ils puissent vivre le plus sereinement possible de leur activité. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo interview, comme vous avez peut-être déjà vu précédemment sur notre chaîne. Et aujourd'hui, comme invité, nous avons Anaïs, qui est hypnothérapeute depuis presque 10 ans et également formatrice à la thérapie d'impact. Voilà, elle vous en parlera juste après. Et avec Anaïs, on va discuter du sujet de la proaction, de la théorie de la proaction. Voilà, pourquoi ce sujet? Parce que, en discutant avec Anaïs, on trouvait ça hyper intéressant et c'est un moyen, le fait d'être proactif, vous allez le voir, c'est un moyen pour vous justement de passer à l'action plus facilement et peut-être de vous créer une activité, un quotidien professionnel ou personnel d'ailleurs, qui vous convient mieux. En tout cas, de faire des choix en fonction de vous. Et ça, c'est super important. Voilà, donc je vous laisse découvrir ça juste après. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire. Bonjour Anaïs. Bonjour Colline. Je suis ravie de t'accueillir sur notre chaîne YouTube. Donc, je vais te présenter rapidement si ça te va, puis tu pourras venir compléter ce que je raconte. Donc, Anaïs, tu es hypnothérapeute depuis bientôt 10 ans. Oui, Et tu nous raconteras ça en détail juste après, mais du coup, tu proposes aussi des formations pour les thérapeutes, pour les former à la thérapie d'impact. C'est c'est bien ça? ça. Oui. Ok, super. Si ça te va, je te laisse compléter un petit peu, puis nous raconter qui tu es, ce que tu fais un petit peu plus dans le détail. Et donc, vous l'avez compris dans l'intro, aujourd'hui, on va vous parler plus spécifiquement de la proaction. Voilà, la théorie de la proaction. Ok, donc moi j'ai commencé en 2014 avec la psychanalyse et l'hypnose. Très vite, j'ai laissé tomber la psychanalyse. J'ai beaucoup aimé l'hypnose parce que ça avait un côté un peu plus dynamique. Et par hasard, j'ai découvert la thérapie d'impact. Et là, ça a été quelque chose que j'ai absolument adoré parce que c'était vraiment dynamique. Au lieu d'être assise sur mon fauteuil pendant toute une séance, je peux être debout en train d'écrire sur mon tableau, fouiller dans mes tiroirs pour prendre des objets. C'est vraiment quelque chose où je suis active et où mes clients en face sont actifs aussi. Parce que eux aussi, ils vont se lever, ils vont manipuler des objets, ils vont bouger dans la pièce. Et je trouve ça génial et ça permet vraiment de faire vivre une expérience aux clients et pas juste quelque chose qui est parfois un peu passif. Ok, donc tu t'en sers vraiment comme un outil au service de ta séance où tu viens rajouter justement des petits moments comme ça, je sais pas comment on peut les appeler, mais de mise en action avec tes clients pour leur permettre d'avoir des déclics et de mieux intégrer peut-être la thérapie, c'est ça? C'est ça, il peut y avoir des petits moments, ça peut une technique d'impact, ça peut durer quelques minutes pour créer le déclic et après enchaîner sur de l'hypnose ou autre chose. Mhm. Mais ça peut aussi prendre une séance entière, ça dépend ce que tu en fais. Moi, c'est vrai que de plus en plus, c'était l'essentiel de mes séances. Ok, est-ce que peut-être tu peux nous donner un exemple de technique d'impact? Alors, on remettra tous les liens dans la description, mais tu as un super guide justement où tu donnes déjà pas mal d'infos, mais peut-être pour que ceux qui nous écoutent comprennent rapidement ce que c'est. Oui, alors par exemple, quelque chose de tout bête, c'est le stress. On peut expliquer aux gens avec des mots que le stress chronique, c'est pas très bon, ça fait du mal au corps, etc. Les gens, ils le savent. On n'a Mm. pas besoin de le réentendre une cinquantième fois. Donc, ce qu'on peut faire à la place, c'est leur donner un élastique et leur demander de tirer aussi fort l'élastique que l'est la tension à l'intérieur d'eux. Soit Mhm. sur le moment, soit en leur faisant se rappeler un moment où c'était compliqué. Et donc, ils vont tirer l'élastique. Et puis, on va les laisser comme ça. Déjà, il y a du visuel qui se rajoute. Puisqu'on voit l'élastique, il y a une dimension kinesthésique, puisque c'est la personne elle-même qui tire l'élastique. Mhm. En plus, ça fait mal. Il y a aussi une dimension auditive, puisque je l'explique, j'apporte des mots dessus. Donc, on passe à du multisensoriel au lieu d'être seulement de l'auditif. Et c'est ça qui va faire que ce sera beaucoup mieux retenu. Parce que là, Wow. la personne, elle va la sentir, la douleur dans son corps. Et après, on va filer la métaphore avec cette technique d'impact. Ben, qu'est-ce qui se passe si vous tirez encore plus fort? Ça risque de claquer. Qu'est-ce qui se Mhm. passe si vous relâchez d'un coup? Ben, ça risque aussi de blesser quelqu'un, nous ou la personne en face. Donc, comment on peut faire pour relâcher petit à petit l'élastique? Ok.
Et donc ça, c'est des petites techniques d'impact qui peuvent agrémenter en fait les séances pour créer un déclic et après potentiellement continuer sur une autre pratique suivant ce qu'on fait, thérapie par la parole, de l'hypnose, de la sophro, tout ce qu'on sait faire. Mais ça va enclencher le processus. Ouais. Mais quand on avait échangé un peu avant ensemble, j'avais bien aimé, tu avais utilisé la phrase une image vaut mille mots. Et c'est vrai que c'est vraiment ça, quoi. Enfin, pour le coup, tu retiens beaucoup plus facilement parce que, comme tu dis, c'est quelque chose que tu as vécu. Et puis, c'est imagé, donc c'est beaucoup plus simple à retenir, quoi. Enfin, c'est... C'est ça. En fait, le visuel, c'est notre sens principal. C'est par les yeux qu'on a le plus d'informations qui entrent au cerveau. Donc, dès qu'on mobilise les yeux, l'information, elle est beaucoup mieux encodée. Ouais. Ok, super. Bah, merci pour ces infos. Du coup, si vous voulez un peu plus d'infos sur la thérapie et les techniques d'impact, je vous invite à télécharger le guide qu'on mettra juste en dessous. Et donc aujourd'hui, on voulait parler plutôt de la théorie de la proaction. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est, peut-être une définition de ce que c'est, puis Oui. après on rentrera un peu plus dans le détail. Donc, la théorie de la proaction, c'est celle qui a été développée par Dany Beaulieu. Dany Beaulieu, c'est pas la fondatrice de la thérapie d'impact, mais c'est celle qui l'a le plus développée, et notamment à l'international. Donc, elle a ancré totalement cette théorie dans la thérapie d'impact. La théorie est simple. En fait, à la naissance, on est passif. Ah, super, tu as même prévu le tableau, c'est parfait. C'est un outil super important quand on fait des techniques d'impact. Parfait. À la naissance, donc, on va être passif, c'est-à-dire que euh, le seul moyen de subvenir à nos besoins, c'est de le réclamer et d'attendre un peu que ça tombe du ciel, hein. Si j'ai froid, si j'ai faim, je suis un petit bébé, je vais pleurer pour qu'on s'occupe de moi. C'est totalement normal d'être passif à ce stade-là de la vie. Le problème, c'est les gens qui continuent à être passifs dans leur quotidien à l'âge adulte. Là, forcément, ça pose des problèmes. Mm. Une personne passive, ça va être par exemple quelqu'un qui est au chômage et qui ne cherche pas de travail en fait et se plaint constamment qu'il n'y a pas de travail, je trouve rien. Oui, mais tu postules pas en fait. C'est normal de rien trouver si on postule pas. Si on fait que la moitié des efforts, si la personne elle va amener un CV en étant habillée avec des vêtements sales, tachés, etc. Le côté plainte, ça revient beaucoup dans le Ouais. passif. Mm. Et après, normalement, quand on grandit, on arrive à un deuxième stade où en fait on est réactif. Et là, c'est un petit peu différent. Parce que quand on est réactif, en fait, on se rend compte que nos comportements, ce qu'on dit, ce qu'on fait, ont une action sur l'environnement. Donc, Mhm. par exemple, si je me roule par terre devant le glacier, ben, il y a des chances que papa et maman, ils m'offrent une glace. Et si je fais un beau dessin, papa et maman, ils vont être contents. Mm. Donc, en fait, je ne fais pas les choses pour moi réellement, je les fais pour avoir la réaction des autres. Ouais, ok. Donc Et passif, il n'y a pas de comportement et on s'attend à quelque chose alors qu'on n'a rien enclenché, c'est ça? oui, Et du coup, enfin, être réactif, c'est on fait quelque chose pour attendre finalement une réaction des autres. C'est ça? c'est ça. Ok. C'est ça, et en fait, on va choisir de faire des choses, enfin, si c'est pas vraiment un choix, c'est plus de l'automatisme. On va Mhm. prendre des chemins qui sont déjà tracés. C'est-à-dire, mon père est médecin, mon grand-père était médecin, donc je vais être médecin. Je cherche pas à comprendre, je me pose pas de questions, je prends ce chemin-là. Ouais. Et à l'inverse, il y a aussi le côté rebelle quand on est réactif, où on va aller à l'opposé. Ah ouais, vous avez tous été des médecins? Ben moi, je vais être mannequin. Oui, mais en fait, c'est pas un vrai choix, parce Mhm. que c'est par opposition. C'est Ouais. par réaction à notre famille qu'on prend ce chemin-là. Mais est-ce que c'est réellement le chemin qu'on voulait prendre et qui est le bon pour nous? Bah, c'est pas sûr, hein. Parce que du coup, la réactivité est vraiment, enfin, tu me corriges si c'est pas vraiment ça, mais ce que je comprends, c'est qu'il y a vraiment un rapport à l'autre au final. Soit on fait comme l'autre, soit on réagit justement à l'opposé pour justement faire autrement. Mais on se questionne pas trop soi, en fait, c'est ça? Exactement.
il y a pas de questionnement, il n'y a pas d'introspection. C'est vraiment, à la télé, on m'a dit qu'il fallait manger 5 fruits et légumes par jour. Donc je mange 5 fruits et légumes par jour. Tant pis pour moi si je vais 10 fois aux toilettes dans la journée, parce qu'en fait, c'est super mauvais. Je vais pas avoir ce recul de me dire, oula, mais en fait, moi, personnellement, ça me va pas du tout, ça. C'est pas Hmm. du tout bon pour ma digestion. Mais bon, à la télé, ils ont dit qu'il fallait le faire comme ça, donc je le fais comme ça. C'est ça, c'est prendre l'info sans se poser la question et prendre l'info telle quelle, en fait, c'est ça? Exactement. Ouais. Et alors, quand on avait échangé ensemble, je me permets de prendre l'exemple qu'on avait partagé ensemble, qui était super clair et qui, je pense, va vous parler en tant que coach thérapeute. C'est enfin, du coup, quand vous sortez de formation et que bah, vous sortez avec la théorie, etc., bon, la pratique aussi, mais en tout cas des notions qu'on vous a apprises et transmises. Et c'est justement pas trop se questionner sur tous ces apprentissages et ne pas s'autoriser peut-être à sortir un peu du cadre et à faire autrement parce que ça ne nous convient pas vraiment et à vraiment rester focus pour pas dépasser, quoi. J'avais trouvé un exemple hyper parlant aussi, c'était le fait que souvent, bah, dans des formations de coach, de thérapeute, on dit surtout ne donnez pas de conseils, vous n'êtes pas là pour donner des conseils, alors qu'en fait, des fois, bon, ça, c'est aussi la manière de le partager, de demander peut-être au client si nous autorise à partager quelque chose, etc., à donner un conseil. Mais c'est vrai que ça, moi, je l'entends beaucoup, en fait, des thérapeutes que j'accompagne qui osent pas et qui du coup se sentent pas très à l'aise et qui se sentent enfermés en fait là-dedans. Exactement. C'est si je suis réactive, c'est quand je sors d'une formation, effectivement, on va me dire surtout ne donne pas de conseils. Il faut surtout pas donner de conseils, c'est pas ton rôle. En fait, je vais pas le questionner, je vais le prendre pour un acquis. Et du coup, je vais surtout pas donner de conseils. Et quand je vais être face à une cliente qui a peut-être besoin d'un petit quelque chose, je vais rien dire parce qu'il faut surtout pas le faire. Mm. Alors qu'en fait, ben, ça manque de nuances. Il faut surtout pas donner de conseils. J'ai fait un épisode de podcast là-dessus où je suis allée voir ce que la recherche scientifique, elle dit sur les conseils en thérapie. Ben, en fait, c'est pas vrai qu'il ne faut pas donner de conseils. C'est juste qu'il faut les donner de la bonne manière. Il faut donner les bons conseils aussi, des conseils qui sont objectifs, qui sont pas Mm. issus de nos valeurs, etc. Mais en fait, il n'y a pas cette règle absolue de il ne faut jamais donner de conseils. Ouais, Et c'est vrai que quand on sort d'une formation, que ce soit l'école, le lycée, les formations privées, etc., on a tendance à être réactif parce que, bah, en fait, la majorité de la société est plutôt réactive. ouais. Parce que se poser des questions, devenir proactif, en fait, ça demande des efforts. Mm. Ça demande des fois avoir du courage. Ça demande beaucoup de discipline aussi pour arriver à être proactif et à sortir de ce chemin tracé. Donc, Parce, oui, vas-y, pardon, vas-y, se termine. parce que si on m'a répété tout le temps, il faut surtout jamais donner de conseils, ben en fait, moi, il faut que j'aille faire les efforts, parce que soit je vais être réactive en disant, mais c'est n'importe quoi, je vais donner plein de conseils, soit Mm. pour être proactive, il va falloir que je fasse des efforts, que j'aille me renseigner pourquoi on dit de ne pas donner de conseils, est-ce qu'il n'y a pas des nuances, quelles sont ces nuances, donc ça demande beaucoup plus d'efforts. De la curiosité, des efforts et le fait aussi ouais, de peut-être une prise de recul aussi sur l'information, de pas prendre toute l'info qu'on me donne pour vérité absolue et se questionner aussi, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas, enfin, que c'est une gymnastique aussi, quoi, une habitude peut-être aussi à prendre, de remettre en question. Alors j'imagine que le but c'est pas de tout remettre en question et de, sinon ça peut être un peu long, mais en tout cas voilà sur des infos comme ça qui peut-être nous dérangent aussi et où on n'est pas très à l'aise d'aller se poser la question et aller faire des recherches complémentaires, quoi. C'est ça. Après, de toute façon, être proactif, donc autant passer du passif au réactif, c'est plutôt naturel, même si on peut régresser. Être proactif, ça demande un véritable effort et un effort conscient en général. Mais même si c'est plus léger de dire je suis passif, je suis réactif, je suis proactif, en réalité, c'est mes comportements qui le sont Mm. et ça va différer dans mes domaines de vie en fait.
On peut avoir, par exemple, une femme chef d'entreprise qui va être super proactive avec ses salariés, qui va être présente, qui va pouvoir recadrer quand il y a besoin de recadrer, qui va pouvoir être encourageante, qui va prendre les bonnes décisions, qui va anticiper, réparer les erreurs de façon, on va dire, adulte. Et donc, elle va être très proactive dans son travail. Et puis quand elle rentre à la maison, elle peut être aussi totalement réactive, par exemple, par rapport à son mari, où elle se retrouve, en plus de son métier très prenant, à faire toutes les lessives et le ménage et s'occuper des enfants et tout ça, parce que c'est ça, être une bonne mère. Ouais, Et donc, on peut avoir ces paradoxes, en fait, être proactif dans des domaines de notre vie, être passif dans d'autres. ouais, ok. Oui, donc c'est vraiment un comportement, quoi, en fonction du contexte, de pas mal de choses extérieures C'est aussi, ça. quoi. Et Et du du- pour... ouais, vas-y, Et du vas-y. du pourquoi on le fait. Parce que Ouais. quand je donne l'exemple du chômage, la personne qui est passive au chômage, qui ne cherche pas de travail, on ne peut pas dire que quelqu'un qui est au chômage, qui profite des allocations est forcément passif. C'est pas vrai. Parce qu'en fait, c'est pourquoi il reste à profiter des allocations. Si c'est parce que, il estime que le système lui doit l'argent et que c'est comme ça et qu'il a envie de rien de faire de sa vie à part être dans le canapé sur Netflix, on va dire que c'est plutôt passif quand même. Mhm. Mais si c'est quelqu'un qui a démissionné parce qu'il était proche du burn-out, qui s'est épuisé au travail et qui a besoin pendant une certaine période de temps de rien faire Mhm. et d'être sur Netflix toute la journée, mais c'est OK en fait. Ça, c'est Ouais. proactif. Parce que Mhm. c'est une décision qui est prise pour soi, à l'intérieur de soi, en se disant, moi, c'est ce que je veux, c'est ce dont j'ai besoin pour aller mieux après. Du coup, là, pour être proactif, si je comprends bien, il faut d'abord peut-être faire un petit travail d'introspection, en tout cas se connaître, connaître peut-être ses besoins, enfin voilà, se connaître, pour justement faire des choix en fonction de soi, c'est ça? C'est ça. En fait, au début, on va être proactif junior. Mhm. C'est-à-dire qu'on va commencer à être proactif dans certains domaines. Ouais. À certains moments, on va réfléchir, prendre du recul, questionner, se dire, mais pourquoi je fais ça comme ça en fait? Et ça commence petit à petit parce que ça reste quand même de gros changements. Et comme tu l'as dit, si on se met à tout questionner, c'est très énergivore, c'est très chronophage, Ouais. c'est épuisant en fait. Et après, on va être proactif senior quand on est proactif dans beaucoup plus de domaines. Et surtout, une différence qui va être importante, c'est que quand on est proactif junior, en fait, ça paraît super. C'est génial parce qu'on commence à se libérer de toutes ces injonctions et on se sent mieux à l'intérieur et on a envie que les gens ils soient comme nous. Donc on a tendance à les tirer vers nous et bah, ça, c'est pas très proactif parce Ok. que Quel sens? c'est c'est leur choix à eux en Ouais. fait. Mhm. D'être proactif, c'est leur choix à eux. Et quand on devient proactif senior, on a moins ce besoin de tirer les gens vers nous. Ok. Parce que quelque part, il y a un peu un rayonnement en fait. Quand on est proactif, ben, ça attire un peu les gens. Ça Mhm. donne plus envie aux gens de l'être aussi. Ok. Et si je, est-ce que tu pourrais peut-être me donner un, ou j'imagine qu'il y en a plusieurs, mais du coup, bénéfice à justement rentrer dans ce cercle proactif, passer de peut-être passif ou réactif à proactif pour soi dans sa vie, peut-être dans sa vie pro aussi pour les coachs et les thérapeutes qui nous écoutent? En fait, moi, le premier bénéfice que j'y vois, c'est la fierté. Mhm. Parce que finalement, il n'y a pas énormément de fierté à suivre un chemin qui est déjà tracé. Ouais, c'est sûr. Mais quand on prend son propre chemin, quand on fait les choses comme on a envie de les faire et en vérifiant que ce soit OK, parce que si on fait que comme on a envie de le faire, ça redevient réactif, mais en vérifiant que ce soit OK, que ça fonctionne, que ce soit bon pour nous, il y a beaucoup plus de fierté en fait. On Ouais. a une satisfaction de notre vie qui va être plus élevée. L'idée, c'est de modeler un peu enfin de se construire sa vie. Peut-être là, du coup, prendre l'exemple au niveau pro. Par exemple, de pas forcément, si, j'en sais rien, vous êtes sophrologue ou même, on va dire, coach,
et que vous voulez coller vraiment à votre collègue qui est lancé peut-être depuis 1 an ou 2 ans, enfin, votre confrère, et faire exactement peut-être des séances d'1 heure en commençant par telle chose, etc., et vous vous rendez compte que ça vous va pas, ne pas hésiter du coup à se questionner là-dessus et à, en fait, c'est sortir un peu du chemin tout tracé pour faire plutôt en fonction de soi, c'est ça? Tout à fait. Et Moi, laisser plaise et ouais. j'ai des collègues, effectivement, on te dit il faut faire des séances de 3 quarts d'heure à 1 heure. J'ai des collègues, en fait, qui se sont rendus compte qu'elles sont beaucoup mieux, qu'elles travaillent beaucoup mieux en faisant des séances d'1 heure et demie à 2 heures. Mhm. Seulement, ça se fait pas, machin, machin. Ben, à partir du moment où elles ont choisi d'être proactives et de se dire, non, en fait, moi, je suis mieux avec une séance d'1 heure et demie à 2 heures. C'est comme ça que je me trouve la plus efficace, la plus compétente et que j'ai de meilleurs résultats. Mhm. Donc, je choisis de faire ça. Et donc, je vais adapter mon tarif, etc., parce que nos choix ont des conséquences. Mais et du coup, la collègue en question, elle travaille beaucoup mieux, en Bah fait. ouais. Mhm. Et il y a plein d'autres choses comme ça où on te dit, il faut... moi, je sais, je sais que je fais jeune, je suis jeune et je fais jeune. Et j'ai commencé il y a 10 ans, donc t'imagines que c'était pire il y a 10 ans. Et donc, il fallait absolument que je fasse plus vieille. C'est... Avec quoi, une petite veste ou un truc Ouais, c'est ça, très je mettais les pro, très... chaussures à Ouais, talons, petite veste de tailleur, ouais. je me maquillais et tout ça. Et parce que, alors d'un côté, j'aimais bien parce que c'est joli, d'un autre côté, c'était pas moi. Mhm. Et en fait, ça me faisait un certain figement, en fait. J'étais un Ouais. peu figée dans cette image de il faut que je fasse plus vieille, il faut que je fasse plus mature. Et finalement, je perdais quelque chose. Je perdais ma spontanéité et ma créativité aussi. Mhm. Moi, je Et me c'est reconnais un... bien là-dedans. Parce que nous, bon, moi j'ai 27, Laure elle a 28, donc bon, on est jeune aussi, mais on fait très jeune. Et c'est vrai que quand on s'est lancé, on a eu ce truc-là de se dire, oh là là, mais en plus, nous, notre clientèle, elle est plus âgée que nous. Et du coup, on s'est dit, ah, mais ils vont se dire, c'est qui ces deux petites nanas qui débarquent de nulle part, qui sont... Et en fait, non, en fait, au bout d'un moment, on s'est dit, bon, stop, de toute façon, on est nous-mêmes, on va pas se travestir ou changer notre personnalité. Et en fait, on remarque qu'on a très bien fait de le faire plus au feeling et d'être nous, parce que au final, les gens, ce qu'ils aiment, c'est notre spontanéité, c'est notre petite touche d'humour, c'est le côté, comme ils disent, on a fait un sondage il n'y a pas longtemps, c'est pas mal ressorti, donc ça nous a fait rigoler, la spontanéité, la fraîcheur, et justement, on leur apporte autre chose, en fait. Mais c'est vrai que c'est pas facile parce que nous, typiquement, tous nos concurrents qui, du coup, s'adressent aussi à des coachs et thérapeutes, ils ont la même tranche d'âge entre 40 et 55. Et du coup, on se disait, mais en fait, ils vont pas du tout se reconnaître en nous. Est-ce qu'il faut qu'on soit plus comme ça, qu'on se lisse un peu? Et en fait, au bout d'un moment, on en a eu ras-le-bol aussi. Et on s'est dit, bah, en fait, on lisse notre personnalité, on lisse notre communication. Et en fait, du coup, on n'arrive plus à communiquer, on en a marre, c'est pas nous. Donc, on est passé par un petit moment comme ça. Mais c'est pas facile, en fait, hein, de s'assumer. Enfin, il y a aussi ce côté-là, quoi. Sortir un peu du chemin et de faire autrement, finalement. Mais tout à fait. Et en fait, une technique d'impact que j'aime bien en lien avec ça, c'est, imagine que cette boule de pâte à modeler, elle te Mhm. représente toi en entier, avec tout ce que tu as, tout ce que tu es, tous tes potentiels, tes capacités, tout ce que tu vas pouvoir faire dans ta vie et être. Et puis, ça, c'est le joli moule qu'on te propose. Ça peut être tes parents, ça peut être la société, l'entourage, l'école, etc. Donc, ben, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rentrer dans le moule. Donc, hop, Mhm. tu rentres dans le moule. Alors, c'est génial. Ça te fait une jolie petite fleur. Elle est bien formée, elle est bien jolie. Mais le problème, c'est que t'en fais quoi de tout ça? Ouais. Mhm. Ça devient quoi, ça? En fait, tu le perds. Il y a Mhm. quelque chose que tu perds à rentrer absolument dans le moule. Ouais. Et ça demande des efforts après, de... parce que le moule, c'est facile, c'est cadré, c'est en place. Mhm. Et là, quelle forme je vais lui donner? Est-ce que je vais pouvoir lui donner du premier coup la forme que je veux lui donner? Est-ce que ça va être possible? Est-ce que ça va être facile? Ça demande un petit peu plus d'efforts. Et en même temps,
ça permet de tout mobiliser. Quand on est réactif, on perd une partie de soi. Il y a une partie de Mm. soi qu'on ne peut pas mobiliser parce que elle est contraire à ce que les gens disent, à ce qu'on attend de nous, à ce qu'il faudrait faire. Donc on perd tout ça. Et c'est dommage quand même. Ah ouais, bah, totalement. Bah, merci pour cet exemple, c'était très clair. Les techniques d'impact sont très, j'adore, c'est top. Mais c'est vrai que, ouais, peut-être juste pour finir là-dessus, mais puisqu'on a parlé justement de ce qu'on a rencontré comme problématique toutes les deux, de ne pas être dans le moule, dans ce qu'on attend, etc. Et c'est vrai que bah, moi, j'accompagne du coup les coachs et thérapeutes dans leur com. Et souvent, enfin, euh, dans les premiers coachings, on parle de oser être soi dans sa communication pour se démarquer des concurrents, parce qu'il y a beaucoup de concurrents qui font tous la même chose. Et du coup, si tu sors un peu du lot, bah, on te remarque et c'est beaucoup plus agréable en fait. Mais c'est pas facile en fait de passer de je suis tout le monde à justement je m'affirme aussi et du coup je suis proactif quoi. Mais tout à fait, c'est difficile. C'est difficile de sortir des injonctions qu'il y a de tous les côtés. Et attention, être proactif, ça veut pas dire non plus ne pas écouter ce qu'on Ouais. dit. C'est Mhm. juste le faire passer par son propre filtre et se dire est-ce que ça c'est OK pour moi ou pas. Ouais, c'est ça, c'est se questionner, c'est écouter ce qui se passe, ce qu'on nous conseille peut-être et remettre en question par rapport à soi et voir ouais en effet si c'est OK pour soi ou si justement bah non, c'est pas du tout comme ça que j'ai envie de faire et puis je prends ce qu'il y a à prendre et puis après je modèle un peu comme je veux quoi. C'est ça. On sait par exemple que la vidéo sur les réseaux sociaux, c'est un format qui marche très bien, mais c'est pas un format qui correspond à tout le monde. Et Ouais. si je veux absolument me forcer à faire des vidéos, ça va me prendre beaucoup d'énergie parce que je vais me forcer. Le résultat Mhm. va pas forcément être génial. Ça Et va se sentir en plus, hein. voilà, Que ça. bon, on n'est pas à l'aise, qu'on n'a pas envie. L'énergie, elle est pas pareille que quand tu es un peu enjoué, même si au début, la première vidéo, elle est jamais simple à tourner. Mais c'est vrai que déjà, quand ça te saoule et quand t'as pas envie, en vidéo, ça se ressent vachement. C'est ça. Donc, c'est vraiment être proactif, de se dire, bon, bah, je sais que la vidéo, c'est un format qui fonctionne très bien, mais c'est Mhm. pas OK pour moi. Ouais. Donc, je fais un choix en toute conscience de ne pas faire de vidéo sur mes réseaux sociaux. Et c'est pas pour ça que ça marchera moins. Et moi, ça, c'est un bon exemple aussi parce que du coup, je fais des coachings communication, coaching réseaux sociaux, et on passe souvent par ce sujet-là de la vidéo et du contenu et bah, en fait, j'ai plein de clients qui me disent, moi, j'ai pas envie de me montrer en vidéo. Une photo, ok, une fois de temps en temps, parce que je leur dis quand même, c'est quand même bien de se montrer, voir qui on est, parce que c'est quand même mieux. Mais par contre, la vidéo, je suis ok, c'est pas fait pour tout le monde et je comprends. Et en fait, moi, j'essaie toujours d'ajuster mes conseils en fonction de euh, enfin, les appétences de la personne et ce qu'elle a envie. Parce que comme tu me dis, enfin, comme tu le dis, si tu te forces à faire un truc, ça prend du temps, de l'énergie, que tu en as marre, etc., déjà tu vas le tenir 2 semaines et puis après c'est fini. Enfin, le but c'est que ce soit agréable aussi. Tu te construis ta vie pro enfin, l'idée c'est de faire des choses qui te plaisent aussi, quoi pour pas subir sa vie. Il y en a beaucoup qui ont été salariés, qui ont même fait un burn-out, etc., et qui se sont lancés en tant que thérapeute pour justement bah, aider les autres, mais aussi être bien dans leur basket et dans leur vie pro. C'est pas pour aller s'emmerder derrière à faire des choses qui ne nous plaisent pas, parce qu'on a dit il faut faire des vidéos, alors que c'est pas forcément vrai en fait. Super. Bon, bah merci. On peut peut-être terminer sur cet exemple, je trouve qu'il était bien concret, qui a permis de faire un résumé de tout ça. Mais merci beaucoup, c'était super clair. Euh, Merci à toi. super. Et puis, je vais vous mettre toutes les infos. Donc, tu as un guide gratuit sur la thérapie d'impact, sur les techniques d'impact d'ailleurs. Oui. Et puis, j'ai écouté moi, un épisode de podcast super intéressant sur la proaction. Je pourrais le mettre aussi en lien. Et puis, tu as plein d'épisodes aussi super intéressants. Donc, vous pourrez aller découvrir tout ça. Je sais pas si tu veux dire un petit mot de la fin ou si on s'arrête là. Comme petit mot de la fin, je dirais être proactif, c'est chouette, mais il faut pas non plus se l'imposer. Ouais. Parce que là, on redevient réactif en fait, en voulant à tout prix être proactif. Moi, c'est un modèle que j'utilise au quotidien dans ma vie pro, dans ma vie perso. Et il y a des moments où je m'autorise à être réactive. Ouais, c'est ça. Ok, super. Bah, merci beaucoup pour toutes ces bonnes infos et on se dit à bientôt. À bientôt. Merci Anaïs. Salut.